Bienvenue à notre conférence Ingéniosité sans frontières aujourd'hui où on mêle discussion d'ingénierie et de tout autre domaine de nos vies qui nourrissent la recherche qu'on fait, l'innovation qu'on fait et de mettre un côté humain, nous faire sortir aussi des fois de notre zone de confort. On a le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Chloé Legris et je veux souligner que on veut être super inclusif et diversifié dans nos approches. Alors, je suis super content aussi qu'on ait dans ce domaine-ci la présence d'une femme remarquable avec une expérience vraiment forte en innovation et en entrepreneuriat. Ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'elle a accompagné des centaines d'entrepreneurs technologiques en phase de démarrage et en phase de croissance. Elle a travaillé dans des projets vraiment importants, dont celui de l'incubateur Espace Inc., qu'elle a fondé et dirigé durant une dizaine d'années. Elle a travaillé avec Martin Aubé, qu'on a reçu ici le mois dernier, qui nous a parlé justement de la pollution lumineuse et de la réserve de ciel étoilé du lac Mégantic, du mont Mégantic. Chloé était partenaire collaboratrice dans ce projet-là avec Martin et elle a reçu des honneurs comme scientifique de l'année de Radio-Canada en 2007. Elle a reçu une distinction honoris genius en entrepreneuriat de l'Ordre des ingénieurs du Québec en 2024. Et aujourd'hui, on pourra la retrouver en train de coacher les futurs entrepreneurs et étudiants à l'usine école, à la fac de génie. Puis aujourd'hui, elle est là pour nous parler du facteur humain dans l'innovation technologique, dans le transfert de la science au marché, tous les défis qu'on peut rencontrer, puis comment que, quand on y met une touche d'humanité là-dedans, comment est-ce qu'on peut aller peut-être plus loin. Alors, Chloé, merci énormément d'être avec nous. Puis, on va inviter vos questions, discussions. Puis, les gens qui sont en ligne avec nous, merci d'être là. Il y a un clavardage ou un question-réponse QR. Alors, vous pouvez également mettre vos questions là. Puis, je pourrai les relayer ensuite à Chloé. C'est à toi, Chloé. Merci. Allô? Donc, ça va être aussi interactif là, dans le sens que je veux pas que vous vous gêniez là, en plein milieu de lever des questions. Tu sais, je vais aussi m'adapter à ce qui pique votre curiosité. Fait que oui, j'ai un petit fil conducteur, j'ai des choses à vous présenter, mais en même temps, tu sais, je veux aussi pouvoir partir de ce qui vous questionne, ce qui vous titille ou peu importe. Fait que, tu sais, sentez-vous bien à l'aise de lever la main. Fait que, on a parlé de cette conférence-là, puis qu'on savait que Martin venait aussi, là, c'était comme un lien intéressant. Qui était là, la conférence de Martin Aubé, juste pour savoir, là, ce que je vais répéter ou pas? OK, pas tant que ça. OK. Non, mais je vais pouvoir faire un peu de chemin là-dessus. Fait que plus une partie au début, témoignage de mon parcours. Puis après, je vais parler un peu plus de c'est quoi l'entrepreneuriat technologique ou scientifique avec certaines données qui vont peut-être vous décourager. Mais c'est pas ça le but. Non, mais dans le sens, on va parler de la complexité de ce que c'est de démarrer une entreprise. C'est quoi être un entrepreneur technologique? Qu'est-ce que ça implique? Puis c'est quoi les erreurs fréquentes qui sont faites? Fait fait qu'en deux temps, on va y aller comme ça. Mais dans tous les cas, pour moi, le fil conducteur, François l'a bien nommé, c'est que dans tout parcours, le facteur humain est toujours très important. Moi, j'ai toujours aussi été très drivée par mes valeurs dans tous mes choix professionnels. Puis ça, on va en parler aussi, parce que même quand tu démarres une entreprise, quand tu portes une vision, quand tu portes des valeurs qui sont fortes, quand tu es incarné dans ta démarche, puis que tu es capable de la communiquer auprès de partenaires, ça peut avoir beaucoup d'impact dans votre cheminement entrepreneurial aussi. Donc, la petite histoire, diplômée de génie mécanique, 41e promo, ça fait longtemps. Je suis sortie de mon bac avec 2 bébés. Fait qu'à l'an 2000, je venais d'accoucher. Tu savais pas ça? Oui, moi, j'ai fait mon bac enceinte 2 fois. Fait que, ouais, fait que je suis sortie, tu sais, j'ai reçu mon jaune, là, puis j'étais enceinte de 8 mois, là, du deuxième. Fait que je finis mon bac, 2 bébés.
m'en vais sur le marché du travail, je me trouve un premier emploi en génie conseil. Et là, c'est le clash là, pour moi. Là. Je suis en génie mécanique il y a 25 ans, dans la région. On parlait pas d'énergie renouvelable, on parlait pas d'efficacité énergétique, on parlait pas de projets qui avaient de l'impact sur le plan social, environnemental. On était dans les shops, dans les usines, optimisées à la production, puis on est dans une industrie de caoutchouc puis de véhicules, hein, ici en Estrie. Fait que moi, je me suis sentie vraiment pas alignée avec moi-même. Puis pendant que je travaillais comme ingénieure dans un milieu, tu sais, traditionnel, là, puis que j'avais 2 jeunes enfants. Là, je suis rentrée en classe de valeur. Tu sais, j'étais fatiguée, j'avais plus le temps de m'occuper de mes enfants. Puis là, j'étais dans le début de carrière. En même temps, je faisais des choses qui me plaisaient pas vraiment, auxquelles je trouvais pas de sens. Puis mon rôle de mère, pour moi, c'était comme la chose la plus importante au monde. Fait que j'ai pris comme un pas de recul, tu sais. Fait que j'ai lâché ma job de génie. J'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Puis j'ai vraiment fait travail de dire, ben moi, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux pouvoir m'occuper de mes enfants. Là. Je veux pas je peux pas rembarquer dans une job en début de carrière à coût de 50 heures par semaine avec 2 jeunes enfants, ça marche pas. Fait que je veux pouvoir avoir de la qualité de vie. Je veux quelque chose qui cadre avec mes valeurs. Puis moi, c'est très important sur le plan environnemental de pouvoir faire une différence. Je dis, j'ai des connaissances, j'ai un bac en génie, je peux pas croire que je peux pas mettre à profit vers une mission qui va me répondre à mon besoin de faire une différence dans le monde. Et fait que, tu sais, je me suis mis à écrire plein de lettres. Là. Tu sais, moi, j'ai un peu d'audace. Hein, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est un petit peu d'audace. Fait que je savais pas que j'étais entrepreneur vraiment dans ce temps-là, mais j'osais bien des affaires. Fait que moi, je me suis mis à écrire des lettres à droite, à gauche, là, dans le temps on faisait ça encore, des lettres, à des boîtes en environnement, à des parcs nationaux, etc., parce que je voulais vraiment m'inscrire dans la mouvance des gens qui étaient précurseurs des meilleures pratiques environnementales. Puis c'est là que l'Observatoire, l'Astrolabe du Mont-Mégantic, le Parc national du Mont-Mégantic m'a appelé avec un projet qui avait à peu près 6 mois de petite enveloppe budgétaire d'Emploi Québec, là, payée comme 15 piastres de l'heure. Puis le projet, c'était de préserver la recherche en astronomie à l'Observatoire du Mont-Mégantic. Fait que, je sais, quand vous vu la conférence de Martin, vous en avez entendu parler, mais comme vous n'êtes pas beaucoup, je vais quand même me permettre de faire un petit... juste être ça, faire là. Non, je veux juste changer de slide. Ça, c'est bon. Oui, ça marche. Ah, ça marche? OK. Là, il y a beaucoup de lumière. Peux-tu fermer ça juste pour... OK, c'est comme au ralenti, la petite flèche. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, c'est ça, juste pour vous la montrer. Tu sais, ça, c'est l'Observatoire du Mont-Mégantic. Puis là, on voit la Voie lactée, puis la qualité du ciel, puis tout ça. Fait que c'est ça qu'on veut protéger, qu'on voulait protéger. C'est-à-dire, il faut préserver, tu peux rallumer, là. Les gens vont s'endormir sinon. C'est de protéger la qualité du ciel étoilé de la région du Mont-Mégantic parce que c'est un centre de recherche, c'est un gros instrument. Dans le fond, l'observatoire, c'est un gros instrument pour les universités McGill, Montréal et Laval. Et donc, ils développent toutes sortes de recherches puis d'instruments de mesure à l'observatoire qui était là. Fait que c'est de préserver ce lieu-là. Mais il y avait aussi, à travers ça, une meilleure gestion de l'éclairage urbain. Donc, comment on peut mieux éclairer, comment on peut être plus efficace. Fait qu'il y avait tout l'aspect efficacité énergétique autour du projet. Il y avait l'aspect aussi patrimoine naturel, tu sais, préserver la nuit, la qualité de l'environnement, etc. Fait que c'est un projet qui touchait à plein d'affaires. Puis moi, je suis comme tombée en amour avec le projet, là, pour vrai. Là, la paye me dérangeait pas en tout. Puis l'idée, c'est qu'il fallait que je fasse décoller ça. J'avais 6 mois pour faire décoller ça. Ça a duré 7 ans en tout. C'est devenu une première mondiale, la première réserve de ciel étoilé reconnue avec des normes puis une certification que j'ai amenée dans l'industrie là, des observatoires puis des lieux qui préservent
les ciels étoilés. Donc, avec International Dark Sky Association, je suis allée les voir. J'ai parlé avec eux, puis là, je les ai écoutés, si vous voulez qu'on protège, il faut qu'on ait de la reconnaissance. Là, nous, on va faire plein d'efforts pour préserver ce lieu-là, mais on n'a pas de reconnaissance. Faut que les gens qui font l'effort de préserver le ciel étoilé puissent être reconnus. Puis ils m'ont dit, OK, parfait, Chloé, tu vas être chair of the committee qui va définir tous les critères de c'est quoi une réserve de ciel étoilé, comment on protège ça, comment on mesure ça. Et c'est là que Martin est arrivé dans le portrait. Fait qu'on a commencé à réfléchir aussi sur la mesure du ciel étoilé. Puis on a commencé à faire des projets de recherche, entre autres avec Martin. Et c'est ça. Fait que ça a été comme mon démarrage de professionnel, je dirais. Où j'ai été comme, oui, je suis en amour avec le projet. Deux, quand j'ai donné mes conditions, l'employeur, ils ont 100% embarqué avec moi. Fait que j'avais un horaire de 4 jours semaine. Je travaillais de la maison la moitié du temps. Fait que j'avais toutes les conditions. Là. Il y a 25 ans, là, dites-vous qu'aujourd'hui, on parle de télétravail, c'est normal, mais il y a 25 ans, là, conciliation travail-famille, télétravail, c'était vraiment pas dans les pratiques. Là. Fait que c'était en soi, c'était très innovant, là, comme mode, là, j'étais pas mal. Fait que moi, les 8 premières années presque de ma carrière, je faisais du télétravail, puis ça a très bien fonctionné. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma gestion de vie familiale. Après, je suis allée dans un centre de recherche à Ressources naturelles Canada qui s'appelle CanMet Énergie. C'est ceux qui connaissent pas, les CanMet, c'est des centres de recherche au niveau fédéral. Dans le domaine, il y en a dans différents domaines, mines, énergie, il y en a 4. Là. Celui qui est à Varennes, c'est vraiment tout ce qui est les technologies de l'énergie du bâtiment. Tout ce qui est bâtiment net zero, efficacité énergétique, etc. Donc, tout ce qui est lié aux technologies du bâtiment. Et donc, je suis rentrée là avec le mandat de prendre des technologies développées dans le centre de recherche pour les amener au marché. Et là, ça faisait 10 ans que les chercheurs travaillaient sur leurs belles technologies, puis qu'il n'y avait pas encore de clients, puis qu'il n'y avait pas encore eu vraiment une analyse de ça va être qui le client. Puis là, il fallait trouver un partenaire privé pour faire ça. Et là j'ai compris que ce que j'avais fait au Mont-Mégantic, c'était du transfert technologique aussi parce qu'on amenait des nouvelles façons de faire l'éclairage, des nouvelles normes. On a fait travailler les fabricants d'éclairage à changer leur design. Donc, tu sais, on a vraiment transformé un peu là, une partie de l'industrie de l'éclairage à notre façon. Puis là, il fallait que je fasse la même chose avec un logiciel de gestion de bâtiment qui était, tu sais, réfléchi dans le labo, mais pas réfléchi dans le marché. Puis là, il y a eu comme un clash. Puis la technologie n'a pas décollé finalement. Il y a eu des entreprises privées qui l'ont pris, qui ont acheté des licences, qui ont essayé de le commercialiser, mais ça avait tellement été développé trop longtemps en vase clos que c'était comme si c'était trop compliqué comme technologie, mal adapté aux besoins réels des clients, des gestionnaires de bâtiments qui font déjà de l'efficacité énergétique. On avait des beaux projets pilotes, là, mais de vraiment scaler ça puis d'amener ça au marché, c'est comme ça n'a pas décollé. Fait que pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un peu ça aussi. Là. Quand on développe trop longtemps dans un labo, puis qu'on espère amener au marché, puis qu'on attend 10 ans avant d'aller au marché, il y a des bonnes chances que vous soyez trop tard ou que tout le temps que vous avez mis en développement de produits, bien, ça ne soit pas adapté puis qu'il faille y recommencer. Fait que moi, cette expérience-là, je l'ai trouvée super intéressante pour ça, mais clairement travailler dans la fonction publique, dans un cadre très, très rigoureux, structuré, où il fallait que je demande la permission avant d'aller dîner avec un potentiel client ou que je pouvais pas m'impliquer dans des organisations sans demander au DG du ministère. Puis, tu sais, là, c'était comme... Là, moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas faite, encore une fois, je faisais une deuxième expérience en grande entreprise ou en corpo. Moi, ça ne fait pas. J'ai besoin d'avoir les coups des franges. Fait que c'est là que j'ai commencé à comprendre mon profil tranquillement. Un peu qui a besoin de se sentir très libre dans ses actions. Et donc, puis là, j'étais à Varennes, le centre de recherche était à Varennes. Moi, j'étais encore à Sherbrooke avec les enfants. Mon cœur décisionnel, parce que j'avais le projet aussi d'implanter, faire de tous les bâtiments de Ressources naturelles Canada des vitrines technologiques. Fait que là, c'était l'autre mandat qui était là. On va prendre toutes les technologies qu'on développe dans notre centre de recherche, puis on va faire de tous les bâtiments de Ressources Canada des vitrines.
Fait que là, c'était partout au Canada. Fait que là, mon cœur des décisionnels était à Ottawa, puis il y avait des bâtiments partout au Canada. Puis en plus, je rentrais dans un univers très fermé où je me sentais enfermée. Bref, c'est ça. Fait que j'ai dit, je peux pas faire ça, ça marche pas avec moi. Puis familialement, ça marchait pas non plus. Fait que je suis revenue à chercher ici, en région. Fait que là, je sais pas si vous voyez le chemin, je vis l'université. Puis j'ai pas encore travaillé dans ma région. Là. J'étais allée travailler à Mégantic, après je travaillais à Varennes. Fait que je me posais beaucoup de questions sur je vais-tu réussir à faire quelque chose, tu sais, ici à Sherbrooke, tu sais, dans ce marché ici, va-tu avoir de la job pour moi, tu sais. Mais c'est là que Sherbrooke Innopol à l'époque venait de lancer ses activités et on m'a proposé, j'ai eu l'emploi de développer la filière des technologies propres. Fait que là, j'étais super contente parce que j'étais en environnement, j'étais en technologie, je travaillais avec des entrepreneurs. Et là, j'ai découvert que les entrepreneurs, c'était vraiment ma gang. Là, j'ai fait, OK, là, je suis à ma place. Ça, c'est les gens avec qui j'aime travailler. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de scientifiques parce qu'on est en technologie. Et là, j'ai vu l'énorme défi de commercialiser une technologie. Là, j'ai vu à quel point les investisseurs comprenaient pas c'était quoi de l'entrepreneuriat technologique. Allô, Julien? J'ai compris que les gens qui veulent aider les entreprises technologiques, souvent, c'est des gens qui ne comprennent pas la difficulté de commercialiser une technologie, de l'amener au marché. Fait que devant tout ça, là, devant voir, OK, on pousse l'innovation, la technologie, mais on n'a comme pas, on ne sait pas trop comment les aider, ces entrepreneurs-là, finalement. Puis on arrive avec des vieux paradigmes de dire on va partir une usine, on va faire des portes et fenêtres ou on va faire tu sais, des cabinets de cuisine où on va produire. Tu sais, fait qu'on était comme dans un milieu industriel très traditionnel, mais partout au Québec, là. Puis là, on pousse pour de l'innovation puis de la technologie, puis on veut démarrer des entreprises technologiques, mais on n'a pas vraiment l'expérience au Québec. Puis là, je vous ramène il y a 15 ans de tout ça. Là. Fait que moi, c'est en voyant toute cette problématique-là, quand la ville de Sherbrooke puis Sherbrooke-Innopol m'ont dit Hey, t'aurais-tu le goût de partir un incubateur d'entreprise? J'ai dit You bet que ça me tente. Vous allez me donner carte blanche parce que là encore, tu sais, j'avais pas comme le moyen de mes ambitions. Fait que là, moi, je me suis donné la liberté de dire est-ce que vous me donnez carte blanche? Est-ce que vous me faites confiance? Puis là, je dis OK, fait que là, je vais faire à ma façon. Je veux développer des façons d'accompagner des entrepreneurs technologiques qui vont être vraiment pertinentes pour eux autres. Puis c'est de là qu'est né Espace Inc. Et on a accompagné 800 entreprises à travers le Québec. D'abord en région, là, parce qu'au début, on était financé juste localement. Mais après, on a étendu nos antennes. Le gouvernement du Québec a fait de nous un des joueurs importants dans sa stratégie entrepreneuriale à l'échelle du Québec. Mais malheureusement, l'année passée, ils ont coupé le programme. Leur plan d'action d'entrepreneuriat a juste été comme coupé, a disparu. Là, ils mettent toute leur énergie sur l'entrepreneuriat, puis nous, on a comme passé dans le tordeur. Là, fait qu'on a été coupé et on a pris la décision avec le conseil d'administration de fermer. Parce que c'est quand même compliqué, là, gérer la politique gouvernementale. C'est très politique, tout ça. Puis moi, j'avais plus de fun à faire ça. Ça faisait des années que je devais naviguer entre mes clients, qui sont les entrepreneurs, tous mes coachs, puis ça. Puis là, j'avais full de fun, puis ça allait super bien. Puis l'autre bord, je me faisais tout le temps tirer par en arrière, à essayer de défendre tout le temps qu'est-ce qu'on faisait. Puis toutes sortes de défis politiques, là. C'est pas simple de gérer une organisation qui a des fonds publics, là, tu sais. Fait que moi, j'étais épuisée de ça, puis j'avais l'impression que je passais plus de temps à faire des choses qui ne me tentaient pas. Fait que là, aujourd'hui, je suis comme un peu libérée, puis là, je peux travailler avec qui je veux, puis je peux travailler avec des entrepreneurs parce que c'est ça que j'aime faire. J'aime aider les gens à aller plus loin, à prendre la bonne démarche. Fait que ça, c'est la partie parcours. Fait que je ne sais pas si déjà là, vous avez des questions là-dessus. Je suis allée vite, là, je sais que j'ai un bon débit, là, fait que Tu décrire ce que c'est un accompagnement typique d'entrepreneuriat technologique. C'est quoi un accompagnement typique? L'entrepreneuriat technologique. L'entrepreneuriat technologique, oui. Oui, tout à fait. La première chose, c'est que je vais te demander de te parler à combien de clients. Non, mais c'est vraiment, puis on va en parler de ça. Le fondamental et ce qui est toujours, dans tous les cas, sous-estimé,
c'est l'importance de parler à ses clients, de comprendre ses clients, d'être avec eux. On pense que le prototype, il faut qu'il soit fonctionnel. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a toutes sortes de découvertes qui se font sur comment le client va acheter, comment il va l'installer, comment il va commander, c'est quoi les enjeux de l'interface machin X ou comment ça va se plugger. Fait qu'il y a tellement de choses à valider dans un développement technologique qu'il faut être très proche du client. Puis moi, je connais même des entreprises plus matures, pas tant innovantes que ça. Puis dans leur stratégie de développement de produits, il y a 2 de leurs ingénieurs temps plein chez le client pour être constamment à l'affût de qu'est-ce que le client, comment le client opère, c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qu'il vit sur la chaîne de prod, etc., pour que le design soit ramené en temps réel dans l'équipe de développement de produits. Fait que votre relation client, ça, c'est la base. Puis tant qu'on n'a pas ça, là, tant qu'on n'a pas bien identifié à quel besoin précis, urgent, important on répond pour l'entreprise, bien, vous avez peu de chances de réussir. Puis ça, c'est sous-estimé comme étape tout le temps. Après, il y a les autres éléments, tu sais, qui sont c'est quoi l'équipe, tu sais, puis comment tu te fais connaître, comment tu te fais financer, tu sais. Mais à la limite, tu sais, si tu fais bien le travail d'analyse de ton marché puis que tu cibles l'intérêt client, tout le reste là, va être beaucoup plus facile. Puis souvent, l'enjeu, c'est ça. C'est qu'on a du financement, puis on se dit, oh, ben là, je vais avoir du financement, je vais pouvoir développer mes clients. Mais c'est long, avoir du financement. 2, à partir du moment où tu as du financement, tu as de la pression des investisseurs. Fait que tout ce chemin-là, là, il y a comme des cheminements critiques, puis on le sait je sais que c'est difficile, là, mais il n'y a comme pas le choix. Il faut comme être un peu obsédé par son client. Oui. J'ai peut-être pas encore vu, mais Oui. Aujourd'hui, c'est quoi que tu fais? OK, C'est un micro, ça? Oui. C'est quoi que tu fais exactement aujourd'hui? Tu accompagnes les entrepreneurs? Oui, ben, j'accompagne des organisations, des entrepreneurs à mon compte. OK, cool. Oui. C'est bon. Oui, c'est ça que je fais. Oui. En fait, moi, il y a un point que je devais citer, vous avez une moyenne d'élèves dans ce Oui. Il y a des clients qui peuvent espérer des clients. On voit la fois que c'est une moyenne de Oui, c'est une excellente question. Comment on atteint le client? Tu sais, comment on va comme aller faire un lien? Là? C'est sûr que avant de répondre à la question, je vais vous donner juste une petite statistique, OK, d'une étude qui a été faite. En fait, c'est un entrepreneur ici du Québec là, qui, en lançant sa 3e business, il a décidé de faire un doctorat en entrepreneuriat en même temps. Là. Puis il a pris son projet de doctorat, il a analysé, c'est une étude longitudinale, 5000 entreprises qui ont été suivies pendant plusieurs années. Puis là, il y avait la donnée de ça. Puis lui, il s'est questionné sur qu'est-ce qui a fait que ces 5000 entreprises-là, lesquelles ont eu du succès, puis pourquoi ils ont eu du succès. Puis, sur les 5000, je ne me rappelle plus le pourcentage là, qui ont eu du succès, là, mais c'était genre celles qui avaient dépassé leur 1 million de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Là. Savez-vous, c'est quoi le critère numéro 1 du succès de ces entreprises-là? Le dénominateur commun, peu importe si c'était technologique ou pas, peu importe si c'était en région éloignée ou pas, le critère, c'est des gens qui se sont mis en réseau rapidement. Ils ont développé des partenaires, ils ont développé des aviseurs, ils ont développé... Donc, pour répondre à ta question, il faut que vous soyez entouré rapidement de gens qui vont être là aussi pour vous aider à ouvrir des portes. Parce qu'un réseau, ça ne se bâtit pas du jour au lendemain. Mais il faut trouver les opportunités de comment je peux atteindre tel client. Fait que ça peut être dans des événements. Là, on va aller marcher un show, puis on cible c'est qui les clients qu'on voit, puis on crée des premiers contacts. C'est sûr qu'avant de faire du marketing, là, genre du LinkedIn ou de l'envoi de l'infolette ou du mass mailing, je pense pas que vous êtes là. Vous voulez trouver c'est qui les clients. Ton client idéal, là, c'est qui, il est où, puis après, comment tu peux aller lui parler. Fait que soit des événements, soit à travers le réseau. LinkedIn est super intéressant pour ça. Est-ce que je connais quelqu'un qui le connaît ou qui connaît quelqu'un dans la business? Fait que ça, c'est du travail. Ça demande du temps à faire ça. Ça peut être assez long, mais il n'y a pas de pensée magique. Puis moi, je pense que la meilleure façon quand vous commencez, c'est un contact. Il faut que vous soyez introduit à un client potentiel. Sinon, c'est du bruit pour ces gens-là.
la plupart du temps. Fait que vraiment d'avoir un réseau, là, sous-estimez pas l'importance de bâtir votre réseau. Oui. J'ai deux questions. La première, c'est comment tu identifies qu'il y a une idée? Tu sais, parce qu'on peut faire un rapport, par exemple. Oui. C'est une problématique toujours fournie par quelqu'un, etc. Comment tu identifies que la problématique sur laquelle tu travailles, sur tes solutions que tu trouves, peut avoir un potentiel plus large que de juste répondre à la problématique dans le laboratoire, tu as un financement précis pour cette problématique-là? C'est du travail terrain. C'est sûr qu'on peut faire de l'analyse de marché, le macro, là, là, ça, c'est comme une étape, là, dire on peut faire, puis aujourd'hui, avec les outils qu'on a, là, je veux dire, on peut faire de l'analyse de marché, là, puis de la veille de marché de façon assez puissante. Là. Mais ultimement, c'est d'évaluer dans les segments potentiels de marché. Là, je ne sais pas l'application, il faudrait que tu me donnes une méthode, ça s'applique. Sur l'auto électronique flexible. Ouais. On travaille de façon assez précise. On ne gagne pas forcément un bon exemple. On a quand même une idée de genre où est-ce qu'on travaille, parce qu'on travaille avec des clients. Mais c'était plus pour ouvrir la porte aussi à ma deuxième question, là, que c'est comment tu gères la position où tu as été financé pour un politique précis et tu passes à devoir chercher des gens autour, parce que la recherche ne peut pas sans fond. Fait que des fois, on te débloquer pour quelque chose. Puis maintenant, il faut que tu ailles adresser, mettons, pour faire le réseau, pour aller trouver les clients. Tu sais, il faut quand même que tu amènes quelque chose à ces personnes-là plus sérieux. La transition ne sera pas claire par moi. C'est une excellente question. Mais effectivement, le plus longtemps vous êtes capable de maximiser les fonds de recherche, si vous êtes capable d'amener des partenaires privés, c'est sûr que c'est le chemin le plus intéressant parce que tu t'assures qu'un client au moins est intéressé par ta technologie. Mais après, c'est un exercice quand même d'analyse d'opportunité. Fait que il faut regarder, c'est un exercice là, qui peut prendre différentes formes, tout dépendant des types de marchés. Mais après, je vais prendre un exemple, le marché, on parle souvent du marché adressable, là, qui est comme tout le marché. Mettons, tous les gens qui boivent de la boisson pétillante. Si on prend le marché de la bière, on va prendre la micro, mais l'usine école là, qui font de la bière, là, on pourrait dire leur marché, là, c'est tous ceux qui boivent de la bière. Mais la réalité, c'est pas juste ça. C'est tous ceux qui boivent de la bière, ceux qui boivent de la bière sur le campus, ceux qui boivent de la bière sur le campus qui ont le goût de boire de la bière de micro, tu sais. Fait que là, on commence à segmenter, puis tous ceux qui sont sur l'idée, c'est de commencer à regarder sont où les différents segments, puis tranquillement, on raffine qui pourrait être. Là. Mais tu sais, c'est dur de t'expliquer une méthodologie vite de même, là. Mais c'est de la méthodologie, là, tu sais, d'analyse de segments, de potentiel de marché. Mais après, il n'y a rien de tel. Il faut faire des entrevues clients. Il faut évaluer, parler à des gens qui auraient de l'intérêt dans la technologie. Vous trouvez. Puis je vais vous parler de la courbe des early adopters. Est-ce que tout le monde connaît c'est quoi la courbe des early adopters? Il y a des oui, il y a des non. OK. Mais fait que je vais y revenir, là, mais ouais. On parle premièrement juste de produits, mais en recherche, tu peux aussi développer une expertise. Est-ce que le développement technologique se passe aussi en termes de services, par exemple? Souvent, c'est une bonne stratégie pour régénérer des revenus. Moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs technologiques qui, leur expertise, ils vendaient des services de consultation le temps que le produit soit prêt. Parce que c'est pas parce que vous avez une technologie que vous avez un produit. C'est souvent ça le défi, c'est qu'on arrive avec une belle technologie qui a plein de potentiel, mais l'application en produit commercialisable où il y a un marché de volume où on va pouvoir générer des bénéfices, ça, c'est une autre patente. T'sais. Fait que la technologie, souvent, il faut la décortiquer dans tous les champs d'application, où est-ce qu'elle pourrait être, puis après, de voir c'est quel segment va être le plus porteur, le plus friand. Fait que ça prend du temps à faire ça. Fait que, mais c'est pour ça qu'en attendant, il faut continuer à faire financer la R&D, le développement, mais le plus proche du marché possible. Puis là, il y a des fonds, tout dépendant des domaines, il y a souvent des fonds là, privés, recherche, qui permettent ça. Là. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste là, de la R&D, là, ceci dit. Oui, c'est ça. Oui. Donc, mais c'est ça. Je me rappelle plus ce que je suis en train de dire, mais. Hein? Les early adopters, oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est un exercice qui est quand même. Puis vendre ses services, si ça vend ses services, c'est une très bonne stratégie. Puis je pense à plusieurs entreprises qui ont fonctionné comme ça au fil du temps.
Il y a plusieurs entrepreneurs qu'on a accompagnés comme SB Quantum, là, qui est en quantique, où ils ont fait beaucoup de projets de recherche. Exonetic aussi a travaillé beaucoup avec des projets de recherche puis des partenaires pour développer le produit, justement l'application. Fait que développer le produit avec un gros partenaire stratégique, ça, c'est vraiment une bonne voie. Puis souvent, quand on est dans de la technologie, de la haute technologie, l'idée, c'est de s'associer souvent avec des gros joueurs stratégiques parce que c'est eux qui vont pouvoir possiblement faire qu'il va y avoir un volume d'achat du produit après. Fait que tout dépendant du type de technologie, tu veux peut-être cibler pas nécessairement la PME comme client premier, tu veux peut-être cibler vraiment, c'est plus long, mais des gros joueurs stratégiques qui sont des leaders dans l'industrie. Le parcours est plus long. En tout cas, fait qu'il y a différentes stratégies là, de commercialisation aussi, là, tout dépendant du type de produit ou technologie. Là. Fait que, on est parti de la réserve de ciel étoilé. Je vais juste vous amener, moi, dans le fond, ça a tout le temps été ça qui m'a drivé, là, être le changement qu'on veut être. Puis, c'est un peu ça aussi, quand on veut développer, vous êtes sûrement passionné là, par vos projets, puis vous voulez, faire une différence dans le monde, puis, avoir de l'impact. Moi, c'était ça qui me drivait. J'ai parti, quand je rentrais dans le projet de pollution lumineuse, de réserve de ciel étoilé, mais je voulais faire une différence. Je voulais moi-même me mettre les mains dedans. Le parcours traditionnel ne m'intéressait pas. Je voulais avoir de l'impact. Quand j'ai parti Espacing, je trouvais que ça ne faisait pas de sens comme on est des entrepreneurs. Fait que je me suis dit, je vais le faire. Puis je vais le faire de façon à être exemplaire. Espacing, j'ai voulu donner les meilleures pratiques de management, les meilleurs outils de gestion pour qu'on soit vraiment, qu'on devienne un peu une référence aussi, puis que les entrepreneurs, quand ils viennent vers nous, ils savent que ce qu'on dit, nous aussi, on le fait. T'sais. Fait que moi, ça a toujours été un peu ma pensée là, derrière ça. Peut-être juste avant de retourner aux questions, je vais juste vous amener un petit peu dans un esprit tout autre. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les scientifiques, les artistes et les entrepreneurs. Puis là, si je vous dis ça, je ne sais pas si ça vous sonne étrange, là. La créativité. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui les rassemble, en fait? Passion. La passion. La curiosité. Curiosité. Innovation. Créativité. La patience. La passion, oui. Ah, j'ai mon. Il est où mon clic? Il est là. OK. Fait que la passion, curiosité, vous êtes bon, hein, tu sais. Le risque, hein, quand un artiste démarre un projet créatif, là, c'est rare que ça donne ce qu'il y avait dans sa tête au début. Puis probablement que vos hypothèses scientifiques, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Mais l'entrepreneur, c'est pareil. Tu ne sais pas trop ce que ça va donner. C'est un processus avec beaucoup d'inconnus. Fait qu'il faut être à l'aise à gérer les risques. Puis, fait que la relation à l'échec est comme faut qu'elle devienne saine. Il faut comme être l'entrepreneur, ceux qui sont pas capables de vivre des échecs, là, parce que c'est plein de petits échecs tout le temps. Tu es toujours en train d'explorer. C'est long avant qu'un modèle d'affaires soit stable. Fait qu'il faut que tu te remettes en question souvent. Fait que tu fais plein de mini-échecs. Pareil dans la démarche artistique, puis l'incertitude. Fait que d'avoir une bonne relation à l'incertitude, ça, je pense que c'est des points communs. Et en quoi sont-ils différents? Qu'est-ce qui va changer fondamentalement dans leur... La finalité. Le but, ouais. C'est quoi la finalité? C'est quoi leur but? Motivation? En quoi? Ouais. C'est sûr que profit et perte, si c'est pas dans la tête de l'entrepreneur, là, ça ne l'est pas tout le temps. Hein. C'est étonnant, là. C'est pas si. Ils veulent créer quelque chose, les entrepreneurs, mais on dirait qu'ils veulent pas tant parler d'argent que ça. On pense que les entrepreneurs veulent parler beaucoup d'argent puis qu'ils veulent faire beaucoup d'argent.
Mais mon expérience me dit que souvent, c'est pas ça. Ils veulent quand même faire la différence. Il faut qu'ils soient obsédés par structurer quand même l'entreprise parce que sinon, ça reste juste du chaos. Faut faire de la croissance, là, sinon, tu sais, t'arrives pas à pérenniser, là, quelque part. Puis là, on pourrait faire tout un débat sur la croissance, là, puis on va pas aller là. Moi, je dis la croissance. Tu sais, je donne un exemple souvent là, quand j'ai des débats avec mon chum là-dessus. Je dis Aneka Technologies, que vous connaissez peut-être, qui font des bouées pour dessaliner l'eau de mer, qui sont dans le parc industriel. C'est des étudiants de génie ici. Et je dis, oui, mais faire de la croissance avec des projets comme ça, c'est super. On fait de la croissance d'énergie renouvelable. Moi, je suis très pour la croissance dans ce temps-là. Fait que, tu sais, c'est comme. Mais c'est quand même une entreprise, c'est par nature, va générer de la croissance. Tant qu'elle est saine. Ils vont viser la pérennité, on veut stabiliser, on veut quelque chose qui est pérenne, qui est viable, puis qui va être centré client. Fait qu'il faut qu'un entrepreneur, s'il n'est pas focus sur son client, comme je vous disais tantôt, là, il y a des bonnes chances que ce soit voué à l'échec. Puis ça, c'est pas juste en démarrage, pas juste en entrepreneuriat technologique. En ce moment, les marchés changent tellement vite, tout change vite. Puis il faut souvent, même les PME là, qui ont un marché stable, là, il faut qu'ils se remettent à comprendre leurs clients. Tout change. Fait qu'il faut toujours être très, très proche de ses clients. Puis, en avais-tu mis un autre exemple? Non. C'est ça. Fait que l'entrepreneur technologique, c'est une petite phrase cute, là, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui a appris à habiter l'incertitude de l'artiste et la rigueur du scientifique en même temps. Mais l'inverse est aussi vrai parce que l'incertitude du scientifique et la rigueur de l'artiste, pour moi, est tout aussi vrai. Les artistes sont très rigoureux dans leur travail, puis les scientifiques peuvent aussi être très, très à l'aise avec l'incertitude. Mais c'est juste que c'est le fun de se voir autrement parce que une des choses qu'on voulait parler, c'est aussi de dire qu'on a tous des profils différents. Puis de se comprendre comme profil entrepreneurial, c'est intéressant de comprendre nos caractéristiques. C'est pas tout le monde qui va démarrer une entreprise. On glorifie un peu des fois l'entrepreneuriat, là, puis l'entrepreneuriat vedette, puis là, de monter la grosse business, puis je pense qu'il faut se dire que c'est pas facile, de un, puis deux, c'est le succès, c'est quoi, en bout de ligne, là, vous pouvez... C'est ça que je disais. Fait que, le succès, c'est quoi? Ben, il faut se poser la question, puis vous pouvez être un intrapreneur ou un entrepreneur scientifique sans avoir de business. Puis je trouve ça intéressant que Martin vienne vous parler parce que Martin, là, il a comme parti plein de projets. Il est super entrepreneur. Je ne sais pas de quoi il vous a parlé, mais tu sais, lui, il a démarré le Café d'Aragon, là, genre, il y a 25-30 ans. Puis, ouais. Il a tout le temps eu plein de projets que, tu sais, il a parti le programme de recherche et développement au Cégep, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme plein d'initiatives qui viennent de lui parce que c'est un créatif entrepreneur, mais jamais pour faire de l'argent, là. Moi non plus, j'ai pas fait d'argent avec ce que j'ai fait. Je me considère comme une entrepreneur sociale. Moi, ce qui m'impacte, c'est la mission. C'est quoi l'impact que je vais avoir dans le monde? Tu sais, puis oui, je m'arrange pour avoir une bonne paye, puis je m'assure de financer mes affaires comme du monde, mais c'est pas le bottom line que je cherche à atteindre, c'est l'impact. Puis ça, c'est super important de vous poser la question de c'est quoi que vous voulez créer dans vos réflexions entrepreneuriales. Tu sais, il y a plein d'exemples où ce n'est pas que le bottom line puis la rentabilité. C'est correct. Je fais juste dire ça pour qu'on enlève le chapeau de faut absolument partir en affaires parce que là, c'est ça le succès dans la vie. Là. Fait que c'est ça. Là, je sais, pourquoi vous pensez que j'ai mis cette image-là? Ça vous dit quoi, cette image-là? La valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Oui. Tu sais, l'image, je la trouve le fun parce que l'entrepreneur, il transforme. T'sais, il veut créer de la valeur avec un produit. C'est un créatif. Il n'est pas juste en train de structurer le meilleur, là, comme je disais, là, le bottom line, là, combien il va rester en bas de la feuille. Là. C'est quoi le bilan là, de l'entreprise? Non, ce qu'il veut, c'est créer de la valeur. Fait que, même là, c'est un profil différent, l'entrepreneur qui démarre une entreprise du gestionnaire d'entreprise. Puis l'entrepreneur doit devenir un gestionnaire ou engager un bon gestionnaire, sinon il n'y arrivera pas. Mais c'est des compétences différentes, puis c'est une vision différente du monde.
aussi, l'entrepreneur, il faut qu'il apprenne beaucoup d'instruments de musique. Fait que c'est comme, c'est un chef d'orchestre, hein? Il faut qu'il joue un peu de flûte, qu'il joue un petit peu de violon, un petit peu de piano. Fait que c'est toute une gymnastique là, d'acquérir toutes ces compétences-là. Parce que si tu veux être un bon chef d'orchestre, il faut que tu sois capable de parler à ton comptable, puis de le challenger, puis à ta fille de marketing. Puis, fait que, tu sais, c'est tout ça aussi. C'est super stimulant parce que tu apprends plein d'affaires, mais il faut que tu aimes être un chef d'orchestre. Parce que ton rôle, là, c'est que tout le monde joue, sonne bien ensemble. Là, tu sais, c'est une dynamique d'équipe. Fait que c'est vraiment tout un défi, mais c'est super intéressant. Puis, l'entrepreneur, il y a aussi plusieurs chapeaux dans l'entreprise. Puis ça, c'est un peu bipolaire des fois. OK? Parce que là, tu es actionnaire, après, tu es employé. Tu peux être aussi tu sais, hein? Tu peux être vendeur, tu peux être sur le board avec d'autres actionnaires. Tu sais, fait que tu as vraiment plusieurs chapeaux. Tu sais. Fait que l'employé, puis l'actionnaire, puis l'investisseur, il faut qu'ils se parlent. Là. Fait que là, dans ta tête là, d'entrepreneur, des fois, tu as 3, 4 chapeaux. Puis c'est des chapeaux différents qu'il faut apprendre à habiter. Tu sais. Des fois, tu es un collègue de travail. Tu n'es pas un boss. Tu sais. Fait que moi, je dis souvent que les entrepreneurs, ils ont vraiment beaucoup de chapeaux. Puis c'est important qu'ils les comprennent. Souvent, ils ne comprennent pas la différence entre leur rôle de directeur général puis leur rôle d'actionnaire. C'est pas la même chose. L'actionnaire, c'est qu'il veut que son investissement soit rentable. Tu sais, lui, le fondateur DG, ce qu'il veut, là, c'est que sa business, ça marche, tu sais, puis il va prendre des décisions qui seront peut-être pas les décisions que l'actionnaire devrait prendre, tu sais. Non, non, on va pas clairer tel employé, il est super important, puis il était là au début, puis tout ça, mais l'actionnaire va dire, ouais, mais cet employé-là, il fait plus la job, puis il nous aidera pas à grandir, puis tu sais, fait que, il y a toutes sortes de conflits intérieurs, là, qui se passent, là. Oups. OK. Ça, c'est à ça que ça ressemble, le parcours entrepreneurial. Puis, c'est une image qu'on a fait faire pendant un bootcamp, quand on faisait des bootcamps à Espace 5. À un moment donné, on a travaillé avec une illustratrice, puis on a dit, viens dessiner le parcours d'un bootcamp chez nous, de tout ce qu'on parle, de tout ce qui se passe. Fait qu'à l'échelle d'une journée, mais ça peut être à l'échelle d'un an parce que les questions vont se reposer. Tu sais, c'est long là, de tout réfléchir à tout, mais ça donne un peu l'idée, tu sais, c'est quoi le parcours, tu sais, c'est quoi le problème que je vois, pour qui je vends, pourquoi je veux partir en affaires, tu sais, est-ce que c'est un vrai problème, c'est quoi les hypothèses qui font que le client va acheter, est-ce que je suis en amour avec ma solution ou je suis en amour avec mon problème, comment je m'assure que je vais avoir le bon prix, tu sais, fait que là, on pourrait en mettre et en mettre, là, fait que, mais c'est une image que je trouve qui est très évocatrice de comment c'est dense, c'est un long parcours, tout ça. Puis, des fois, on va aller vite. Fait que oui, il faut aller vite, il faut être opportuniste. Mais en même temps, il faut être capable de prendre le bon recul, de se poser les bonnes questions. Tantôt, vous me demandiez comment on fait cette analyse-là. Bien, c'est super important de faire ça. Parce que moi, je connais plein d'entreprises là, ils viendraient vous le dire là, aujourd'hui. Là. ESA, là, entre autres, là, ils font des échangeurs de chaleur pour le milieu avicole. Ils sont ici à Sherbrooke. Là, eux autres, ils en ont eu des coupes de développement de produits. Puis je suis sûre, si Gabi était là, il vous le dirait. Ils nous l'ont dit qu'il fallait qu'on parle à nos clients en plus, puis on ne l'a pas fait assez, puis on aurait dû le faire assez. Ils vont tous vous dire ça, on ne l'a pas fait assez. Puis il faut qu'ils recommencent. Parce que souvent, ça fait que ton produit que tu as mis en marché, là, tu vas mettre de l'argent dans ton développement de produit, dans ta commercialisation. Puis là, tu te rends compte que le produit il est trop gros, il ne s'installe pas facilement. Ça implique d'autres sous-traitants que tu n'avais pas prévus. Fait que là, le coût monte. Fait que là, le client ne veut plus. Fait que, tu sais, votre conception de produit, là, c'est super important. Oui? Ben, c'est quelque chose qui revient souvent là, des entrepreneurs j'aurais donc dû parler plutôt à mes clients. Pourquoi tu penses, avec ton expérience, qu'ils ne le font pas, même s'ils se le font dire ou ils ne le font pas assez? Ben, je pense que l'entrepreneur est têtu, de base. Pourquoi ils ne le font pas? Ben, parce que souvent, je pense qu'il y a une mécompréhension de ce que ça veut dire, parler à son client. Tu sais. Probablement que ils ne savent pas tout à fait ce que ça veut dire, puis jusqu'où ça va, puis tu l'apprends en le faisant, puis là, tu te rends compte que finalement, puis je pense que l'entrepreneur, il apprend beaucoup comme ça, il apprend en le faisant. Moi, je suis comme ça aussi, là. Fait que je pense que c'est pas grave. L'important, c'est que
ils prennent conscience avant que ça fasse trop mal puis avant qu'ils soient en phase critique. Moi, je dis tout le temps, je pense à des entrepreneurs que j'accompagnais, je dis ils se rendent sur le bord du précipice, mais ils arrêtent juste avant, puis ils se retournent, puis ils me disent Chloé, j'ai besoin d'aide. Fait que, tu sais, c'est comme cette espèce de réflexe-là. Puis là, il faut qu'ils soient capables de demander de l'aide à un certain moment. Puis, mais je pense c'est ça fait partie du parcours. Il faut que ça fasse mal à quelque part. Puis quand ça fait pas assez mal, c'est compliqué. Ça coûte cher aussi. Si tu n'as pas de produit, le client peut nécessairement intéresser à te parler. C'est facile de dire qu'il faut te vendre quelque chose, il faut que tu l'adaptes. Et j'aurais dû parler plus, mais tu n'aurais pas parlé plus si tu n'avais pas eu quelque chose de mal. Ça dépend. C'est de l'insécurité, moi, je pense. Il y a de l'insécurité à dire si je n'ai pas quelque chose de matériel à montrer qui marche, le client ne voudra pas me parler. Fait que je pense qu'il y a comme une insécurité là-dedans qui est propre là, je t'oublie pas. Fait que, tu sais, puis oui, tu as raison. Puis ça, cet argument-là, je l'ai entendu super souvent. Tu sais, on a l'impression que. Fait que je pense que c'est des stratégies de vente, c'est comment tu rentres en relation avec les gens, c'est comment faire confiance que même si tu n'as pas de produit physique, c'est des stratégies là, aussi de développement des affaires là, qui sont à apprendre, puis que des fois, tu apprends sur le tas ou que tu n'as personne pour t'en parler ou que. Ou tu n'as pas les bons segments de clients aussi que tu penses. Moi, je pense que c'est beaucoup de la mécompréhension puis de l'insécurité, mais en même temps, tu sais, ça, je dis, c'est pas noir ou blanc, puis il n'y a pas un cheminement critique, puis l'erreur fait partie de l'apprentissage entrepreneurial. Fait que, tu sais, c'est bien correct aussi. Puis à un moment donné, oui, il faut que tu l'aies ton prototype. Tu sais, c'est comme. On dit qu'ils ne parlent pas assez à leurs clients. C'est peut-être parce que c'est pas possible. Tu sais, si en réalité, c'est la conclusion que tout le monde aurait dû leur parler plus. Mais pourquoi ils n'apprennent pas? Y a-t-il quelqu'un qui dit j'ai vraiment parlé assez à mon client, puis c'était trop, puis j'aurais dû arrêter? Non. J'ai pas entendu ça. On ne réussissent pas, ceux qui parlent pas leur client. Non, mais il y en a qui réussissent, c'est juste ça fait plus mal, ça coûte plus cher, c'est plus long, tu sais. Mais ça fait partie de l'apprentissage de la résilience. C'est comme ceux qui sont résilients, ils vont passer à travers puis ils vont se revirer de bord. Mais c'est que des fois, il y a des technologies qui arrivent au marché, puis où on ne sait pas encore trop c'est quoi le produit puis qui va l'acheter. Fait que là, on fait des projets de recherche, il y a quelques petits clients, tu sais, mais on ne devient pas une business encore, tu sais. Fait qu'on survit, on a une équipe, tu sais, mais on n'a pas encore trouvé notre filon, tu sais. Puis ça, je l'ai entendu, je ne veux pas la nommer parce que je ne veux pas dévoiler non plus là, des choses trop personnelles de certaines entreprises. Mais que, tu sais, pendant 10 ans, ils ont vendu. Il y avait un chiffre d'affaires. Ils ont été financés. Puis là, à un moment donné, on dit hey, je pense qu'on vient de trouver notre product market fit. Ça a pris 10 ans. C'est pas parce qu'ils ne vendaient pas, c'est qu'il n'y avait pas encore le sweet spot pour dire qu'il allait avoir une croissance et une stabilité dans leur marché. Ils étaient tout un peu en survie. Fait que des fois, c'est long aussi. Puis le marché n'est pas mature. Quand tu vends à des pharma, là, dans ce cas-là, ils vendent à des pharma. C'est très compliqué, tu as raison. C'est très compliqué de parler à ces clients-là. Mais il faut vite s'entourer de personnes qui peuvent connaître ces marchés-là. Parce que c'est compliqué. Il y a certains marchés qui sont très complexes, le pharma en est un. Là. Oui. Je peux peut-être parler un peu de mon expérience. Oui. Mais nous autres, ce qui est top en start-up, c'est comme les ressources humaines. Oui, tu sais, moi, je suis très bien à parler aux clients. Mais à un moment donné, comme, il fallait le faire. Moi, je pense que quand il faut que tu arrêtes de parler dans ton client, c'est quand il y a quelqu'un qui a mis de l'argent pour le développement. Là, après, il faut un petit peu que tu t'enfermes dans ton lab, puis que tu développes ton affaire, puis que tu le sors. Ouais. Et donc, même s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. Tu sais, il va en avoir des boucles. Fait que, comme, oui, il parle à son client, mais il y a quand même une nuance à apporter par rapport à ça, parce que si j'avais 120 heures sur à répartir, je serais capable de le faire. Mais comme là, il faut que tu sortes de quoi le plus vite possible, même si c'est pas parfait, même si ça ne répond pas au segment que tu as identifié. Moi, c'est là la nuance que j'apportais par rapport à parler au client le plus possible. Bien, tu sais, tu as un client qui te dit oui, je veux le voir ton prototype, tu sais. C'est ça. Fait que oui, je comprends qu'il faut que tu le sortes, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, comme je dis, c'est pas un chemin, là, tu sais, moi, c'est parce que j'insiste là-dessus, parce que je sais que vous êtes tous des scientifiques, puis que vous allez aimer ça, travailler sur vos affaires, puis, tu sais, puis c'est pas faux, mais je fais un peu le contrepoids de l'inverse, tu sais. Mais oui, après, il faut sortir, puis c'est ça. Puis on sous-estime toujours le temps de développement du produit. Ça, c'est une erreur. Ben, c'est même pas une erreur, c'est juste, dites-vous que ça va être plus long développer votre produit. Ça va être plus long de faire du financement, puis ça va être encore plus long d'avoir des ventes. C'est juste être conscient de ça.
Fait qu'il faut comme aussi bien de travailler le plus intelligemment possible, tu sais, sachant que ça va être plus long de toute façon. Mais tu sais, c'est ça. Puis c'est quand tu as les mains dedans, toi, tu as les mains dedans, tu es en train de le vivre. Là. Fait que tu sais, moi, ce que je dis, à la limite, c'est théorique, là, puis toi, c'est toi qui es au front, puis c'est toi qui parles au client, puis c'est toi qui a. Moi, que tu vas faire un contre-poids, Ouais. ça, le scientifique. Je comprends très bien ce mouvement. Ça avec des gars. Ouais, C'est pour que je le fasse. En tout cas, mon expérience, c'est que souvent, tu parles à du monde, puis ça sert à rien, justement, que tu leur montres quelque chose, puis là, ils parlent pour de vrai. parce que c'est nouveau, puis ils savent, des fois, ils savent même pas. Tu sais, ils n'ont pas d'en face, c'est de s'imaginer, c'est ça, quelque chose que tu n'as pas d'en face. Tu sais. Fait que quand même que je parlais en genre pendant 2 semaines, tout le temps, mais il y a des affaires qu'on ne verra pas, puis il y a des affaires que dans ma conception, c'est sec. Non, c'est ça. Des fois, il faut comme. Faut l'avoir, il faut le tester. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Je pense. Moi, c'est ça la notion, le problème, par exemple, tu sais, dans du bac, tu vois, il faut trouver le bon problème. Ouais. Souvent, quand tu parles de l'envie de devenir entrepreneur, c'est que tu as travaillé sur quelque chose, tu as une idée. Souvent, c'est juste une solution. Ouais. Tu sais, tu avais un peu de base, tu as trouvé une solution, mais tu sais, la solution a déjà demandé des ressources à développer si on parle dans une petite technologique. Puis, tu sais, c'est pas forcément la solution parfaite, mais c'est quand tu sors de l'immobilier, c'est genre, ah, mais ma solution, ça va être pas forcément, tu sais, c'est le côté, mettons, on va prendre, tu prends le meilleur précis, on s'adresse à l'abordabilité des semi-conducteurs et la manière en général. Notre solution, elle en fait une partie, mais on sait que ça représente par exemple 20% de ce qui pourrait être fait par rapport aux 80% de ce qu'il y aurait à travailler. Tu sais, c'est pas forcément la solution principale. Non. Mais dans ce cas-là, résoudre les autres pour les débats. Les autres solutions pour résoudre le problème demandent complètement un autre type de développement. Comment tu sors de dire, bah, ça peut être une solution qui correspond à une partie du problème. J'ai de la misère à dire, ah, là, je réponds au problème. J'ai l'impression d'avoir toujours plus dans une boucle d'infini de. Ouais. Ben, ultimement, tu parles à qui quand tu veux vendre une solution de réduction de coûts? C'est. Ouais. Un aspect, mais un aspect qui dit c'est trop cher votre technologie. C'est pas la technologie, c'est de base, c'est trop cher. Nous, on est capable de réduire de 20%, mais eux, ils ont besoin de réduire de 50%, par exemple. Dans ce cas-là, c'est pas comme ça ne marche pas forcément, mais pourtant, la solution est quand même intéressante. Oui. Ben, c'est ça, les contraintes de marché. Hein, eux autres, ils ont des paybacks. Ça marche pas. Ouais. Ouais. Je dirais aussi la notion de parler aux clients, ça dépend beaucoup du type d'entrepreneur. Tu sais, ce que j'appelle des purs entrepreneurs, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement de background technique, mais ils cherchent un problème quelque part à adresser parce qu'ils savent qu'ils cherchent un potentiel de marché. Fait qu'en même d'embaucher leur premier développeur, ils vont identifier le marché, ils vont parler aux clients, ils vont essayer s'ils font les choses bien. Ouais. C'est vraiment discerner le besoin et le business case qu'ils vont se lancer. D'autres, c'est souvent pas comme ça. On commence par des gens qui sont passionnés de technologie. À un moment donné, on dit, il pourrait y avoir un potentiel de marché. Fait que, dans ce cas-là, c'est un peu comme disait Alexis, avant de montrer quelque chose de concret à un client, le client ne comprendra même pas la nature. Oui, c'est ça. Ouais. Non-bâtiment de polyglophe comme ça. Ouais. On parle au client, mais tant que la bébelle n'est pas complète, le client n'est pas clair, il y a une incertitude là, qui n'est pas toujours facile. Ben, il faut prendre un terme qui est moins évident. La personne qui va identifier un besoin de marché au départ. Oui, clairement. Non, c'est sûr que c'est pour ça que le parcours d'entrepreneur scientifique, technologique, je dis même pas technologique, je dis même scientifique, là, souvent on est dans la science, là, avant même d'avoir une technologie, puis après d'avoir un produit, là, fait que il y a comme ce cheminement-là qui. C'est pour ça que c'est des fonds de recherche, parce que l'idée, c'est de faire évoluer la connaissance, puis qu'on puisse cheminer, puis après voir y a-t-il des applications, qu'il y a des clients qui vont vouloir, là, mais. Oui, c'est pas. Dans ce cas-là, vous pouvez convaincre le client qu'il a besoin qu'il ne savait pas qu'il y avait. Puis ça aussi, ça existe. Ça aussi, ça existe, effectivement. C'est. Oui. Comment positionner la personne experte quand finalement, c'est toi qui vas chercher de l'aide envers quelqu'un d'autre? Tu parles quand tu vas chercher de l'aide envers ton client, entre guillemets, tu sais? Le contact en arrivant, peut-être, je m'appelle sans l'avoir. Ouais. C'est moi qui vais lui demander de l'aide pour le valider. Ouais. C'est comme si je devais me positionner en tant qu'expert dans une situation, mais moi, je vais me positionner comme ça intéresse mon client, ça devient mon client.
Ben, je pense que avec toute la plus grande humilité du monde, c'est vraiment de dire j'ai des hypothèses que je pense que ce que je suis en train de développer va pouvoir t'aider, tu sais, mais j'aimerais ça comprendre mieux ton métier parce que souvent, tu sais, c'est un peu ça que je dis en tard, c'est que, tu sais, faut comme tomber en amour avec le problème de son client. Tu sais, puis le client, faut qu'il, des fois, ils comprennent pas eux autres non plus. Fait qu'il faut comme faut comme leur parler pour qu'ils sortent le jus, tu sais, parce que des fois, ils sont même pas capables de eux-mêmes prendre le recul parce qu'il a toujours été de même, tu sais. Fait qu'ils s'en rendent pas compte que ça va pas bien parce que ça a tout le temps été de même, tu sais. Mais moi, je pense que le contact dans l'humilité, puis dans dire, moi, je veux développer quelque chose qui va vraiment t'aider, mais pour ça, j'ai besoin regarde ensemble comment toi tu opères, c'est quoi les défis que tu rentres, comment ça se passe dans ta semaine ou dans ta journée, ce processus-là, whatever, tu sais. Fait que si tu es curieux du client, toi, tu es curieux pour développer la solution, mais lui, c'est tu sais, vous êtes deux experts qui se rencontrent, mais tu sais, pour trouver la meilleure fit possible. Fait que je pense pas que c'est de te mettre dans le mode non-expert. Ton client, c'est un expert aussi. Puis toutes les deux, vous essayez d'amalgamer des connaissances communes, tu sais, pour la meilleure solution. Maintenant, il y a quelque chose qui vient d'être fait. J'ai essayé de répondre à besoin de. Et donc, c'est une carte avec nous. En fait, en fait, il y a une marche, son retraite de producteur, on dit comme ça, on est un exemple. Donc, les classes, tout marche. Todos são feitos no tecnologia, mas essa trabalha como os países que avec un projet qui est fonctionnel, disait, et on essaie d'acheter le temps à souligner. C'est un des choses les minimités. Quand on fait de la politique, on peut voir que ça marche. Oui, oui. Mais des fois, c'est l'approche aussi, l'attente qui est créée, puis tout ça. Puis, tu sais, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un problème client, là, je sens que ça tire à sa fin. Ah ben, c'est pour voir. Okay. Ouais, ben, tu sais, s'il y a encore des questions, peut-être on peut les garder pour venir te parler après, comme ça, si tu veux clore, tu sais. Fait que, ben, tu sais, tout ça pour dire que, dites-vous que, là, que les clients là, potentiels, là, ils ont une liste de problèmes à régler à toutes les semaines. Puis si ce que vous attaquez comme problème, là, c'est numéro 22, c'est sûr qu'ils ne vous donneront pas d'attention. Ce que vous voulez, là, c'est trouver un client dont le problème que vous réglez est dans le top 5 de sa liste. T'sais. Là, tu vas avoir l'écoute. Fait que c'est sûr que son enjeu, lui, s'il perd de l'argent, je sais pas, dans son traitement d'eau, puis que ça coûte 200 000 $ par année, puis que tu vas lui faire sauver 50 000, il n'y a pas de temps à passer avec toi. C'est un peu ça aussi. Vous êtes où sur l'échelle de priorité des problématiques de cet entrepreneur-là parce qu'il fait juste ça gérer des problèmes. Fait qu'il faut être comme comprendre il est où le niveau de priorité. C'est pas que c'est pas intéressant. C'est juste tu pourras jamais atteindre le niveau de priorité de comment tu vas le soulager. Lui. Fait que je vais quand même. Il me reste 2-3 slides. Là. 90% des startups échouent éventuellement. Là. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas des affaires le fun là, pendant un temps. Mais tu sais, c'est juste pour dire, hein? C'est ça, je vais te le montrer. 43%, c'est pas de besoin de marché. Puis l'autre, c'est le manque de capitaux. Mais souvent, tu as le manque de capitaux. Ceux qui mettent de l'argent, là, s'ils sentent que tu n'as pas analysé, que tu n'as pas un vrai besoin de marché, ils ne vont pas mettre d'argent. Fait que c'est un peu une conséquence, le manque de capital. Fait que souvent, on peut dire qu'on est au-dessous de 60% ou que on n'a juste pas de marché. La mauvaise équipe, le mauvais timing, puis le manque de focus. Je n'ai pas le temps de parler de tout ça, là, mais le focus, ça, c'est une mauvaise équipe, manque de focus, c'est pas mal une de mes obsessions dans le coaching d'entreprise. Après le marché. Fait que c'est ça que ça dit, 70% après les 10 premières années, puis éventuellement 90%. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas créé de la valeur pendant 10 ans puis que tu n'as pas généré des choses, mais éventuellement, tu sais, avant de vraiment dire que tu es une entreprise pérenne. C'est pour ça que le cycle de 10 ans, je trouve que c'est un bon cycle, surtout en entrepreneuriat technologique. Dites-vous que c'est 10 ans de travail pour atteindre une certaine maturité, stabilité. Ça bon. Ouais.
Les stats ne le disent pas. Fait que atteindre le product market fit, là, c'est super long, le product market fit. Fait que, tu sais, c'est de se rappeler. Faut que tu tombes en amour avec le client, le problème de ton client. Faut que tu veuilles là, aider ton client, tu veux sauver la vie, tu veux comprendre son programme, tu deviens l'expert de son problème, pas de ta technologie. Ça, c'est la meilleure relation client. Puis, il ne faut pas devenir une technologie qui cherche une solution, là, qui cherche un problème. Là. Ça, on en a vu plusieurs. C'est très difficile, ça coûte cher, puis c'est pas super stimulant. Puis ça fait beaucoup de pivots d'entreprise. Mais tu peux t'en sortir, là, mais c'est plus difficile. Mais je pense que c'est chercheux. Pour développer de technologie, je pense que c'est bon chercheux, mais pas d'être acharné. J'ai une technologie, on va regarder. Et toi, les MBA, si les MBA ne veulent pas de l'acheter quand ils sont dans le militaire, le spatial, ils disent que c'est trop cher. Tu ne pas ça sur des panneaux solaires proches. Mais je pense que chercheux, c'est bon. L'acharnement, c'est. Ah oui, c'est ça. Puis je pense que c'est plus intéressant de mettre assez de rigueur dans ta recherche de marché et de clients, mais capable de pivoter parce que, je veux dire, des idées, des connaissances, vous en avez des tonnes. Fait que si c'est pas cette opportunité-là, ça va être une autre, là, Fait que je pense que l'idée, c'est de pas absolument vouloir partir, mais de bien valider avant de se dire on se lance. Il y a comme toutes les étapes où on éviterait. Fait que, tu sais, il y a comme un cheminement critique, là, technologie push versus market pull, là. C'est de ça qu'on parle depuis tantôt, là. La courbe des early adopters, c'est de se rappeler c'est qui nos early adopters, tu sais. À la limite, c'est eux qui vont faire les projets de recherche avec vous, OK? Mais pour passer de ceux qui trippent à faire des projets de recherche avec vous, qui sont vraiment des pionniers, vers un marché d'early adopters, c'est pas si simple que ça de les trouver, c'est qui ça? Puis après, tu rentres dans le marché plus de masse, là, mais. Fait que le plus important pour l'entrepreneur, je vais vous donner la réponse tout de suite, c'est créer de la valeur. Fait que peu importe quelle est votre valeur, c'est de faire avancer la science. Et vous êtes tous un peu des entrepreneurs. Moi, je pense que les scientifiques, à la base, vous avez tout un part d'un profil entrepreneurial, puis vous avez plein de projets, puis vous développez des choses. C'est une règle, là, être chercheur. Là, comme je disais tantôt, vous n'étiez pas là, mais faire un doc, moi, je trouve que c'est comme partir une business là, en termes de souffrance, puis de défis, puis de... C'est comme... Fait que dites-vous que si vous êtes passé à travers un doc, vous êtes capable de passer à travers un démarrage d'entreprise, c'est juste pas les mêmes compétences. C'est ça. Mais oui, fait que c'est créer de la valeur. Puis moi, c'est ça un peu ma vision. Tu sais, moi, j'essaie de voir comment je crée de la valeur dans ce que je fais. Puis c'est pas nécessairement monétaire. Puis il y en a d'autres, ça va être le rayonnement de la science. Puis il y en a d'autres, ça va être d'autres choses. Fait que c'est ça. Quel type d'entrepreneur? Merci. Mais on a une question en ligne, puis je vais la prendre, puisqu'on avait des personnes aussi qui étaient en ligne. Puis après ça, on enchaînera. Vous viendrez voir Chloé après si vous avez des questions. Et tout de suite mettre à votre agenda également pour le 16 juin prochain où on s'en va dans l'Arctique canadien avec 3 chercheurs qui font des projets au Nunavut à Cambridge Bay. Donc, si vous voulez vivre un dépaysagement, un voyage intéressant, venez mardi le 16 juin sur l'heure du midi, ça va être trippant. Donc, une question, Yves, quels sont les bons outils pour bien adapter son développement technologique? Que pensez-vous du modèle de Canva d'affaires, le Business Canva Model, et ensuite qui a été adapté, tout ça? Bien, le BMC, c'est un bon outil, puis comme n'importe quel outil, c'est comment tu l'utilises qui fait la différence. Moi, j'ai vu des gens être coachés avec le Business Model Canva puis que ça valait pas de la chenoute. Puis j'ai vu des gens qui ont fait des percées extraordinaires à travers cet outil-là parce qu'ils étaient accompagnés avec le bon profil de personne. Fait que c'est l'intelligence d'affaires qui est importante derrière le BMC. Est-ce que tu as des gens qui sont capables de challenger sur le modèle d'affaires vraiment, puis qui vont être capables de t'amener à réfléchir plus loin que ce que tu vas écrire dans la petite case? Un outil, c'est un outil. C'est l'intelligence derrière l'outil qui est le plus important. L'intelligence, elle est sociale, elle est humaine, c'est on se met en réseau, puis on s'expose, puis on y va. Puis on valide, puis on creuse, puis c'est ça. C'est effectivement, on se rend vulnérable. Yes, merci énormément, Chloé. Merci d'avoir été avec nous. Merci en ligne aussi d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions, peut-être Chloé, tu as encore du temps avec nous ici. C'est là sur place. Grand merci. Merci.